Une question géopolitique, nouveau pacte financier mondial. Quel bilan pour l'Afrique? Nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue justement sur Parole Panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, une cinquantaine de chefs d'État ainsi que des représentants d'institutions internationales et de la société civile ont participé au sommet qui s'est tenu à Paris les 22 et 23 juin. Ce qu'il faut d'ailleurs en retenir. Quelques accords de financement, des consensus, mais pas de décision concrète en vue de refonder la finance mondiale au service du climat. Un bilan aux notes douces amères pour un sommet qui se voulait révolutionnaire. À quoi Macron veut-il embarquer les pays africains face aux immenses défis auxquels doit faire face le continent pour s'adapter au réchauffement climatique? Le nouveau pacte financier mondial, discuté au sommet de Paris, ne doit pas déboucher sur une liste de promesses vouées à l'oubli. Pendant 2 jours, Emmanuel Macron a réuni autour de lui une cinquantaine de chefs d'État à Paris, dont de nombreux Africains, avec pour objectif de conclure un nouveau pacte financier mondial. Faut-il y voir un rendez-vous crucial propre à conduire enfin un véritable changement de paradigme ou un simple sommet de plus parmi une longue liste de rencontres internationales de haut niveau lors desquelles chacun rivalise de promesses mirobolantes pour mieux les oublier une fois l'événement terminé? Le constat n'est-il plus clair et surtout le constat n'est plus à faire, il est ressassé à chaque nouvelle rencontre de ce type. Le réchauffement climatique, dont les effets se font ressentir de plus en plus sur le continent et surtout durement, s'accentue sans que les gouvernements et les gouvernants, les décideurs de la planète ne parviennent à prendre des mesures drastiques qui semblent s'imposer pour le freiner. Il n'est déjà plus question depuis longtemps de pouvoir le contrer. Pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique, rendu inéluctable, en tout cas pour l'Occident, l'heure est donc à la résilience et surtout à l'adaptation. D'ailleurs, quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que l'Afrique est touchée? Une question cependant, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette réunion, derrière tout cela? Sur le continent africain, qui, bien qu'il soit le moins polluant, est celui où les populations paie le plus lourd tribut. Sécheresse, montée des eaux, baisse des rendements agricoles. Une autre question se pose donc avec acuité, en écho à la formule qui oppose la fin du monde et surtout fin du mois. Il s'agit de l'équation apparemment impossible dans le système économique mondialisé actuel, tant elle allie 2 injonctions contradictoires, l'urgence du développement et la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, pour les Africains, l'heure est au développement et non pas pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais force est de constater que les aides promises, certains préfèrent parler au remboursement, ou alors du remboursement nécessaire de la dette climatique contractée par des pays dits développés envers les pays africains qui se concrétisent trop rarement dans les faits. Les 100 millions de dollars promis par les pays riches à Copenhague en 2009 n'ont pour l'heure jamais été versés. En 2020, le seuil des 83 milliards de dollars a péniblement été atteint et l'Afrique n'a bénéficié que d'à peine 20 milliards de dollars. Puis, constate encore, il y a un risque. Si toutes les promesses économiques étaient tenues, la situation du continent serait au mieux moins pire. Alors, pourquoi participer à une réunion où on vous promet de l'argent, mais cet argent, on ne vous le donne jamais? Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Géopolitique, nouveau pacte financier mondial. Quel bilan pour l'Afrique? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant de sociologie à l'Université de Douala. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss. Et aussi, merci parce que ça a été une journée assez chargée. Et vous avez fait montre, en tant qu'aîné, vous avez fait montre de beaucoup de patience pour que ce programme ait lieu. Nous saluons tous les techniciens qui abattent, surtout notre technicien Girès, oui, qui fait un travail remarquable. Peu de gens peut-être le connaissent, mais Girès, c'est le cerveau même de l'affaire. De l'autre côté, il est toujours au grand moulin. Il veille à ce que l'émission se passe bien. C'est lui qui règle les caméras. Donc, il faut lui rendre ce vibrant hommage, ce qu'il rend comme travail.
est aussi grandiose que les interventions et la modération qui est assurée ici. Exactement. Donc, c'est tout ça qui concourt au succès. Si les héros sont également en face, les héros du combat, parce qu'au quotidien, c'est eux qui le portent, il y a également les héros du plateau et au nombre desquels j'y reste. Très heureux de vous avoir, Jonathan Watenguene. Une question taraude notre esprit. On parle justement de géopolitique et surtout du nouveau pacte financier mondial organisé par Emmanuel Macron les 22 et 23 juin dernier. Quel bilan d'ailleurs de cette réunion? Fallait-il que les Africains y aillent? Déjà, pour nous, les Africains, c'est regrettable. C'est regrettable que les Africains y aient assisté massivement, mais il faut comprendre aussi que les Africains peut-être nourrissaient beaucoup d'espoir. C'est au sortir de la COP 27 en Égypte que ceci a été négocié. Il était promis qu'il y aurait une restructuration des mécanismes de financement à l'international. Donc, il y avait un espoir quant à la question du financement du développement dans plusieurs de nos pays. Et puisque nos pays parlent beaucoup plus de multipolarité, c'est-à-dire qu'aucun partenaire n'est plus le partenaire privilégié de l'Afrique, mais tous les partenaires sont envisagés comme des partenaires. Certainement, dans cet état d'esprit, ils se sont dit, on va voir ce que l'Occident peut encore proposer. Maintenant, il y a un questionnement aussi beaucoup plus profond qui se dégage. S'il y a un nouveau pacte financier, ça veut dire qu'il y a un ancien pacte financier. Ancien pacte financier, c'est lequel? Ancien pacte financier, c'est le pacte financier de 1944, avec la création des institutions de Bretton Woods. Ce pacte financier était constitué dans le sens de l'assurance de l'hégémonie occidentale via les États-Unis. 1944, les institutions de Bretton Woods, c'est des institutions qui vont se présenter comme les régulatrices du marché international. Mais régulatrices de quoi? Il faut un peu comprendre le fond. Elles sont régulatrices d'une affaire qui s'appelle le libéralisme. Oui. Et dans la régulation du libéralisme, elles sont les dérégulatrices des économies soutenues par les États ou bien portées par les États. C'est quand même un peu étrange parce que 1929-1930, la première grande crise, la grande dépression qui a touché le monde occidental, on a vu émerger une nouvelle théorie qui est devenue la théorie même phare de la relance économique en Occident. C'est la théorie de Keynes. Or, que veut Keynes? Keynes envisage que désormais, pour que le marché soit équilibré, il faut que l'État impulse un certain nombre de politiques. Donc, l'État régulateur est un élément fondamental même du libéralisme. Mais dans la forme de 1944, ils vont occulter le principe de l'État régulateur. Oui. Pourquoi on occulte le principe de l'État régulateur? On veut occulter le principe de l'État régulateur parce que les intérêts qui vont être mis en avant et pour lesquels les institutions de Bretton Woods vont être constituées, c'est des intérêts purement privés. C'est-à-dire que c'est des individus qui désormais vont piloter les mécanismes d'expansion du capitalisme dans le processus de la mondialisation. Et les institutions qui vont donc présider à la régulation vont encourager des politiques internationales de dérégulation, de dérèglement de l'État, de désengagement de l'État dans les pays les moins avancés, les pays dits pauvres, simplement parce qu'il ne faut plus que l'État fasse obstacle dans ces pays-là aux capitaux privés qui vont déferler et donc s'accaparer les ressources essentielles, les ressources productives et vont constituer désormais les piliers même des économies de ces pays. En fait, le premier pacte financier a échoué parce que il y a eu des résistances étatiques importantes de la part de plusieurs États. Il y a eu également des manquements parce que parfois le grand capital trouvait des marchés qui n'étaient pas encore assez attractifs pour eux. Quand vous regardez par exemple le marché de l'automobile, imaginez-vous quand on eut créé le marché de l'automobile en Afrique centrale dans les années 70. Ça aurait été un peu un défi herculéen pour ces entreprises de suivi vu que la consommation avec les salaires décents n'était pas assez importante dans cette région de l'Afrique.
Et on peut faire une péréquation aux autres régions aux autres régions du continent. Donc, le fait que les marchés n'étaient pas encore matures, l'ancien pacte financier mondial a échoué. Il n'a pas pu trouver un marché qui lui permettait de se déployer de manière aisée. Aujourd'hui, la résistance qui a été constituée par un ensemble de pays a pris une autre forme. Cette résistance a pris la forme d'une compétition avec l'Occident. Parce que ceux qui contestaient ce premier pacte financier ont réussi à constituer eux-mêmes des partenaires de financement du développement dans les pays qui étaient les cibles du premier pacte financier. Et donc cette compétition montante, avec comme consécration l'organisation des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, la constitution de ce bloc a fait que désormais, les Occidentaux se sont dit, avec les écueils qu'on a connus dans l'ancien pacte financier, il faut revoir le nouveau, il faut le relooker, il faut l'adapter aux nouvelles conditions. Sauf que la finance, comme nous le disions déjà quelque part, la finance n'est pas seulement une volonté des dirigeants. La finance est un ensemble de règles juridiques, de règles de transactions qui opèrent dans un environnement précis et qui garantissent les participations à la fois des bailleurs de fonds et des acteurs qui sont les cibles. Donc, lorsque ces règles restent les mêmes et que vous prétendez vouloir réformer la finance, en fait, vous faites essentiellement du relooking marketing. C'est-à-dire que vous changez le contenant, ou bien vous changez l'emballage, mais vous gardez le même contenu. Et c'est ce qui se fait donc avec le nouveau pacte financier. A-t-on réuni les conditions de dépassement des mécanismes financiers de 1944? Que non. Sur le plan réglementaire, la finance reste enrégimentée par les mêmes règles. Par exemple, les normes prudentielles de Genève, elles sont toujours en vigueur. L'ensemble des traités qui ont comme la Banque des règlements internationaux, ils sont toujours en vigueur. Les traités fondateurs de la Banque mondiale et du FMI sont toujours en vigueur. Est-ce qu'il y a une réforme profonde de ces institutions? Que non. Comment peut-on donc parler avec ces mêmes acteurs de nouveau pacte financier mondial? C'est superfétatoire, c'est illusoire, c'est même tenter de la prestidigitation intellectuelle que de faire croire à des gens que nous pouvons passer à un nouveau pacte financier mondial à l'heure actuelle avec l'Occident. Pour que ce nouveau pacte financier mondial existe, il faut un ensemble de réformes préalables, des réformes profondes du système juridique, de l'ordre juridique international pour le rendre viable. Donc, c'était déjà quelque chose qui n'était pas possible. C'était un relooking et ça n'aurait pas dû avoir l'écho parce que nous estimons que certainement il y a beaucoup plus de matière grise autour de nos chefs d'État et cette matière grise aurait dû leur conseiller en tenant compte des remarques que nous avons faites tout à l'heure. L'ancien ordre n'a pas été vidé, donc on ne peut pas parler de nouvel ordre. De nouvel ordre. Parlons justement de ce nouvel ordre. En 2009, on se rappelle également du sommet de Copenhague. Eh bien, les pays occidentaux avaient promis 100 milliards de dollars aux pays africains. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en 2023. L'Afrique a à peine reçu 20 milliards. Déjà, cette question des 100 milliards, c'est très important parce que ça montre le manquement des engagements de l'Occident. C'est très important. Sauf que pour nous, c'était un élément que l'Occident a préparé. Il y avait comme une mise en scène dans cette rencontre à Paris. D'abord, celui qui a relevé ce point, c'est le président Sassou Nguesso, qui lui-même est un agent secret de la DGSE française. Comment est-ce que on veut nous faire croire que le seul problème des Africains, c'est 100 milliards de dollars? À partager entre 54 pays? Entre 54 pays, ça fait pour chacun des pays moins de 2 milliards de dollars. Pour une année ou bien pour toute une vie? Disons même pour 2 ans. Ce n'est pas avec, disons, 1000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'un pays comme, disons, la République du Congo peut réaliser d'assez remarquable pour son développement? Oui, construire quelques infrastructures, routières et peut-être aéroportuaires, ça pourrait être remarquable pour eux, mais ce n'est pas ça qui finance le développement. En fait, le problème avec ces 100 milliards,
c'est qu'on a amené les Africains à légitimer la mendicité internationale, à légitimer la philanthropie internationale. Mais qui sont les philanthropes? C'est encore ce secteur privé. Si ça existe. Encore, il faut comprendre le contenu. Mais quand on regarde, la philanthropie, c'est qui? C'est ces riches qui étaient d'abord des esclavagistes, puis sont devenus des industriels et ont commencé à lutter contre l'esclavage parce que ils n'étaient plus embarqués, ils voyaient que ça salissait un peu leur réputation. Donc, ils se sont dit pour blanchir leur réputation, il faut lutter contre l'esclavage maintenant. Et ceux qui étaient entrés là tardivement, ils sont devenus leurs adversaires. Ils ont gagné quand même en crédibilité parce que l'histoire retient qu'il y a eu les philanthropes. C'est ces gens qui ont financé Hitler et ont financé la reconstruction des pays qui ont été détruits par Hitler via le plan Marshall, qui était déjà un des éléments de ce qui est un peu paradoxe finalement. C'est eux les philanthropes. Les philanthropes, c'est les mêmes qui nous ont mis la COVID-19 et qui ont financé la recherche dans la COVID-19 et qui ont financé les pseudo-vaccins qui ont été vendus à prix d'or et qui ont servi encore leur enrichissement. C'est eux les philanthropes. Donc, le président Sassou Nguesso a légitimé la philanthropie internationale. Avec ça. Et il a essayé quelque chose de dangereux, de faire croire que nous, Africains, nous attendons la générosité internationale pour nous développer. C'était très subtil. Parce que en posant la question des 100 milliards de dollars, oui, beaucoup se disaient, oh, c'est une manière de voir que les engagements de l'Occident, ils ne les tiennent pas. Mais ces engagements, même si l'Occident les tenait, prenons dans le fond ce que signifient ces engagements. Ces engagements veulent dire que l'Occident dit, nous allons polluer et nous payons. Nous payons pour polluer. Et vous ne polluez pas. Et vous restez comme ça. Et vous êtes dédommagés pour ce que nous faisons comme pollution. En d'autres termes, je viens de dire de manière très intellectuelle ce qui se passe. Mais en d'autres termes, de manière plus claire, nous serons industrialisés, nous allons polluer avec nos industries, sachant que les industries créent de l'emploi, les industries créent de la valeur, parce que les produits manufacturés sont vendus à l'international. Les produits manufacturés, c'est eux qui ont de la véritable valeur. Et les industries sont un alibi pour créer des guerres en Afrique, pour aller capter, voler les richesses, les ressources naturelles, qui sont en fait la matière première qui permet de faire tourner l'industrie. Vous voyez un peu ce qu'il y a de dangereux dans ces 100 milliards de dollars? L'Occident se prévaut la seule capacité de polluer et donc de rester le principal pollueur, mais le pollueur-payeur, comme ils disent, avec leur principe pollueur-payeur. Et nous sommes le non-pollueur dédommagé. Alors, pour une fois, l'Occident crée un mécanisme de manière subtile et qui est adoubé par un chef d'État. Et c'était dommage de voir que les autres chefs d'État qui l'ont repris étaient dans la même lancée en disant « Oh, vous les 100 milliards de dollars ». Mais on s'en fout s'ils ne les payent pas. C'est même bien pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais on nous dit qu'on nous dédommage pour que nous ne nous industrialisions pas. Mais ça, c'est dangereux. Et c'est dangereux de demander de l'argent pour ne pas s'industrialiser. À quoi nous sert cet argent? À entretenir la misère, à préparer l'immigration, qu'ils vont après présenter comme immigration clandestine, à préparer des guerres sur nos territoires. C'est vicieux et vicié d'agir de la sorte. Et laissant la question des 100 milliards de dollars poser au centre cette question-là. Donc, le nouveau pacte financier, c'est un pacte dans lequel certains pays veulent s'arroger la place de principaux pollueurs de la planète et veulent utiliser les taxes sur la pollution comme un élément de dissuasion. Parce que imaginez-vous que la taxe sur la pollution vienne à être mise en place. Ça veut dire que les entreprises qui arriveront en Afrique et qui voudront faire dans les secteurs industriels névralgiques, parce que nous avons les ressources naturelles, seront soumis à cette taxation.
Et ce sera une taxe de plus qui rendra peut-être inintéressante l'activité. Les mécanismes veulent être développés pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Exactement ce que Edmund Cole avait dit. Si l'Afrique s'industrialise, l'Europe s'appauvrit. La Chine nous a échappé, il ne faudrait pas que l'Afrique nous échappe. Effectivement, le nouveau pacte financier avait une odeur de tout ça. Une odeur de Edmund Cole. Edmund Cole. Mais fait de manière très marketing. Très subtil. Oui, on vous présente seulement les avantages. 100 milliards de dollars. Non, nous allons maintenant créer un fonds pour... L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nos chefs d'État qui nous écoutent doivent savoir que l'Afrique n'a besoin que d'une chose. Nous avons besoin de nous industrialiser. Nous avons besoin que notre secteur productif soit mis en valeur. Nous avons besoin que nos ressources naturelles soient transformées en Afrique. Parce que quand nous allons transformer nos ressources naturelles en Afrique, notre jeunesse, qui est nombreuse, on l'a dit, on la présente comme fer de lance de la nation, même si cette expression, je commence à ne plus l'aimer. Parce que je vous ai montré que c'est pas possible. Oui, parce que quand on a même pris le fer de la lance, et quand on envoie la lance dans l'objectif. Dès qu'elle a tué le gibier. Dès que le gibier est tué, c'est pour le chasseur. On essuie la lance et on la garde là où elle est. La lance ne mange jamais. Donc, la jeunesse n'est pas le fer de lance, non. La jeunesse, c'est le moteur. Le moteur doit être entretenu par de l'huile, entretenu par l'essence. Donc, c'est le moteur de la nation. Alors, les chefs d'État doivent comprendre que nous avons besoin d'industrialiser l'Afrique. C'est le plus important. Le défi de l'industrialisation de l'Afrique ne demande pas que nous fassions œuvre de mendicité internationale. Il faut simplement des mécanismes courageux, des mécanismes audacieux et des mécanismes assez bien pensés pour que cette jeunesse soit mise à profit. Valorisons notre secteur productif interne. Valorisons notre jeunesse, valorisons notre capital humain, nos ressources humaines. Quand on valorise la ressource humaine, on la transforme en capital humain. Et quand elle devient le capital humain, elle génère de la richesse. C'est ce que nous devons faire. Investissons dans la jeunesse, investissons dans notre industrialisation. Cette affaire de nouveau pacte financier mondial. Voyez à quel point le réchauffement climatique, est-ce qu'on en a vraiment besoin de lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que quand on parle, moi je ne vais pas faire effet de mode. Je crois profondément au rapport des experts, pas au rapport des pseudo-experts du GIEC. Le GIEC, c'est une merde. Le groupe international pour l'évolution du climat. Le GIEC, c'est une merde. J'ai regardé les CV des membres du GIEC. Il y a très peu de bons climatologues parmi eux. La majorité, c'est des gens qui ont des profils douteux, qui n'ont pas d'expertise en matière de climatologie. Les experts en climatologie expliquent que ce qui arrive à notre planète est normal. Parce que on ne peut pas lire le climat sur un temps court. Le climat est toujours lisible à la fois dans le temps court, moyen et long de l'histoire, pour reprendre Braudel, le grand historien français. Le temps long, c'est le temps sur des siècles, sur des millénaires. Oui. Et quand on regarde le temps dans les millénaires et même les millionnaires d'années, le temps nous révèle un ensemble de réalités climatiques. La planète a passé une période glaciaire. Elle a passé une période de climat doux. Elle a passé une période de réchauffement intense. C'était quoi les causes de ce réchauffement à cette époque? C'est aussi l'industrie. Allez savoir. Si des gens vous disent qu'ils croient à la science, mais après ils viennent vous raconter des charlataneries, il faut bien leur poser une question. En quoi croyez-vous au juste? Parce que l'Occident est ainsi. Des gens ne croient pas à la science, mais ils vous parlent de la science. Ils utilisent la science comme alibi, comme ils l'ont fait pendant la Covid-19. Ils utilisent la science comme alibi pour défendre des convictions politiques, pour défendre des intérêts politiques. Il n'y a pas de risque climatique dans le monde. Monsieur Ngos, je regrette. Pour tous les Africains panafricanistes, ça n'existe pas. Les organisations comme Greenpeace et toutes les autres qui sont dans les affaires de climat sont financées pour entretenir la peur dans le monde.
elles sont financées pour ce but-là. Et elles réalisent ce but-là. Nous ne pouvons pas tomber dans leur piège. Le GIEC, allez vérifier, n'a pas de véritables experts en matière climatologique. Par contre, vous avez des experts au Japon, aux États-Unis, en climatologie, qui vous démontrent le contraire de ce que le GIEC a fait. Moi, j'ai lu les meilleurs experts dans le domaine. Et c'est sur la base de mes lectures qu'aujourd'hui, je fonde mes convictions. Parce que j'ai appris une chose dans ce monde, le plus grand défi, c'est aussi ce en quoi vous croyez. Si vous croyez à des idées erronées, tant pis. Il faut croire en ceux qui ont la véritable capacité de décrypter les choses. Et ceux qui ont l'expertise en matière de climat nous démontrent qu'il n'y a pas de risque climatique. Donc déjà, la Libye, pour cet événement, est tronquée. Il va sur des bases fausses. Mais quel est le réel élément? L'élément, c'est ce que la nouvelle forme de financement qu'ils veulent inventer. Comme par le passé, les capitaux privés n'ont pas pu prendre possession totale des ressources des pays les moins avancés, qui sont en fait les pays où on extrait les ressources naturelles, les pays producteurs de ressources naturelles. Ils inventent un nouveau mécanisme où ils vous disent, pour chaque dollar qui sera dépensé, qui sera prêté par un organisme institutionnel, il y aura des fonds d'investissement qui vont donner au moins quelques dollars. Vous comprenez? Ils disent, pour chaque 5 dollars, il y aura 1 dollar des fonds d'investissement. Prenons un peu la proportion. Ça veut dire que pour 25 dollars de fonds prêtés à un État africain, il y aura 5 dollars pour un fonds d'investissement. C'est la mise en hypothèque des États qui est engagée. Exact. Parce que bientôt, les fonds d'investissement comme BlackRock, comme Access Management et les autres vont devenir les propriétaires des dettes qui sont les dettes des États. Et parce que ces personnes seront des bailleurs de fonds, ils auront envie de nantir, c'est-à-dire de convertir la dette non recouvrée en un actif tangible. Or, les actifs tangibles qui servent parfois de garantie pour ces dettes, c'est quoi? C'est les ressources naturelles. Ça veut dire que nous assistons à une nouvelle forme de colonisation où les États occidentaux sont désormais des labels, comme l'Ukraine. J'avais dit la semaine dernière que la France était devenue un label. Le processus de labellisation de l'Occident est achevé. Désormais, quand vous entendez France, Grande-Bretagne et consorts, c'est des labels. Mais derrière, c'est les fonds d'investissement qui détiennent ces labels, qui veulent maintenant également engager le processus de labellisation des États de ce qu'ils appelaient le tiers-monde. Pourquoi? Ils savent que dans les nouvelles batailles, lorsqu'ils auront labellisé ces États, ils seront les véritables patrons. Donc, ce que l'ancien ordre n'avait pas réussi, le nouveau pacte va le réussir de manière plus directe. Voilà ce qu'ils appellent le nouveau pacte financier. En espérant que ça va se réaliser, j'espère. Ça ne se réalisera pas. C'est dangereux. Nous demandons aux États africains de ne pas signer d'accord avec ceux qui sont dans cette perception. Aujourd'hui, il y a la banque des BRICS qui est en train de naître. C'est là notre avenir. Nous ne pouvons pas faire affaire avec des gens qui veulent désormais privatiser nos États, comme ils ont privatisé les leurs, et on voit tous les dangers aux États-Unis. En France, on voit la dégénérescence de ces États. On voit les millions de morts aujourd'hui en Ukraine. Ce n'est pas ça qu'il faut à nos États. Nous devons rester des États souverains et nous devons lever la tête et nous tenir droit pour dire non à ces prédateurs d'Occident. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, mon frère Goss. La victoire est au bout. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.